Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre émission matinale sur RTI 1. Nous aurons à recevoir sur ce plateau Monsieur Zabi Frédéric est psychothérapeute. Avec lui, nous allons mettre un point final à cette grande question que nous lui avons posée depuis 3 semaines maintenant. Comment être le vrai éducateur de son enfant? Tolou, Zania, Eugénie, Dibi, Lou, Gouanan, Suzanne sont des femmes du monde agricole. Avec elles, on parlera donc de leurs différentes activités. Monsieur Koulibaly Alama, quant à lui, est chargé d'études agroclimatiques. Avec lui, nous parlerons de variabilité climatique et ses impacts socio-économiques. Pour l'heure, prenons le petit déjeuner avec Jocelyne Siloué. Bonjour. Comment ça va? Oui, bonjour Naomi, ça va très bien. Communicatrice passionnée de cuisine, qui adore les voyages, elle va nous faire voyager à travers sa cuisine. Aujourd'hui, pour le petit déjeuner, on parle du ceviche. Oui, on parle d'abord du ceviche en entrée. Et pour le plat principal, on parle du bar à la monégasque. J'y arrive, excusez-moi. Et ensuite, on va voir la glace au café, le café ivoirien, bien Très bien. sûr. Allons-y donc pour l'entrée, le ceviche. Très bien. Alors, le ceviche, qu'est-ce que c'est que le ceviche? Alors, c'est une façon de faire cuire le poisson dans sa marinade. Tout simplement, cela s'apparente un peu au tartare. Voilà. Donc, vous prenez de la dorade ou du cabillaud ou de l'espadon ou du thon, pourquoi pas, que vous découpez et que vous émiettez. Ça dépend un peu de la consistance et de la densité de la chair que vous allez obtenir. Ensuite, vous faites une marinade à partir du citron ou de la lime. Ça dépend. Au Pérou, voilà, d'où vient cette recette-là, ils utilisent vraiment la lime parce que auparavant, le ceviche se faisait simplement avec du piment, le poisson cru et le piment, un tout petit peu d'oignon. Mais avec l'avènement de la colonisation espagnole, c'est les Européens qui sont venus avec le citron. Voilà. Et donc, ils ont montré une autre façon de faire ce poisson-là. Et voilà. Donc, c'est tout simplement un poisson qui cuit dans le jus de citron. Alors, peu importe le poisson qu'on prend. Peu importe le poisson qu'on prend. Même des crustacés, même tout ce qui est halieutique, cuit dans le jus de citron que vous laissez, bien sûr, avec les morceaux de poisson que vous allez obtenir dans le réfrigérateur pendant 6 heures de temps. Voilà, c'est mieux peut-être de le faire la veille. Oui, bien sûr. Avant d'aller faire dodo. Ouais. Et puis là, le matin, là, c'est prêt. Là, c'est l'idéal. Là, le poisson s'émiette, il est bien tendre, il est doux. Vraiment, c'est très intéressant. On ajoute un peu, on n'ajoute rien du tout en dehors du citron. Rien du tout pour la marinade. Maintenant, en ce qui concerne la petite salade à côté, vous allez mettre du concombre, des oignons, du céleri, du persil, du poivre et un tout petit peu de sel. Voilà. C'est ça le ceviche. Le ceviche... Il n'y a vraiment pas de gras dedans. Hein. Pas de gras du tout. Et ça ne se conserve pas. Heureusement, ça ne se conserve pas. Donc, il faut faire rapidement ça et vous mangez. Là, vous bénéficiez de tout ce qui est vitamine apportée par les légumes. Voilà. Et là, dans le plat, c'est des patates douces que je vois. Bien entendu. Ça, on est au Pérou, direct. Là, ça s'accompagne de patates douces ou de popcorn salé. Oui, Naomi, il y a des nourritures, hein. Popcorn Merci, salé. Vraiment, il y a des nourritures, hein. Oui, popcorn salé. Bon, on met juste à côté. Chez nous, quand ils vont dire bon maïs, tout simplement. Voilà. Bon maïs avec du poisson. Concombre, avec poisson cru. Voilà. Laissez-nous avec les patates. Bien sûr. Là ça peut aller. C'est mieux connu de tout. Mais comme on est appelé à visiter tout ce qui est classique de différents pays, donc ne vous étonnez pas de ce que je vous présente. Une fois j'ai présenté la pieuvre. La pieuvre, mais oui, ça se mange. Ça se mange, ça se mange. Très bien. Là, c'était en forme d'entrée. Pour arriver au plat de résistance, on parle de bar à la monégasque. Le bar, c'est ce qu'on appelle le poisson soso ici. Oui, le poisson soso. Le poisson soso. Mais Naomi, avant d'arriver au poisson soso, s'il te plaît, il y a ce petit jus qui est juste à côté. Ah, pardon, allons-y. Ce petit jus s'appelle le leche de tigre. Pardon? Le leche de tigre. Le leche de tigre. Oui, ou le lait de tigre. C'est le jus dans lequel, normalement, le ceviche doit baigner. Et ce jus, les hommes, vous serez contents ce matin, il est aphrodisiaque.
parce qu'il comporte En fait, c'est le tout. citron. Il y a Yao qui danse déjà dans son studio. C'est le citron dans lequel le poisson il a baigné. Quand on retire notre poisson, Non, non, ça n'a rien à voir. ah mais Ça n'a rien à voir. On le fait à côté avec du lait de coco, très bien. un tout petit peu de jus de citron jaune, un tout petit peu de jus de citron vert, de la carcasse de poisson. Vous allez faire bouillir, obtenir un bouillon qu'on appelle le fumet. Ensuite, vous aurez à utiliser la gambasse ou des crevettes que vous allez On est émietter. toujours dans le monde des fruits de mer. Fruits de mer, un tout petit peu de sel, un peu de poivre et beaucoup de piment. Parce que les Péruviens consomment beaucoup le de piment. piment. C'est pour ça qu'on l'appelle le leche de tigre. Quand vous avez passé une mauvaise nuit, le matin, quand vous prenez ça, non, c'est plus que... Donc c'est avec ça qu'on va accompagner notre ceviche. Oui, ça va. Et souvent, même dans des restaurants, on vous le sert à part entière. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, tellement c'est adulé, apprécié par les touristes, par les Péruviens eux-mêmes. Le leche de tigre, on n'oublie pas. Hein. Donc ceviche accompagné du leche de tigre. Très bien. Très bien. Ça c'est noté. Oui, très bien. Ensuite, Ensuite, comme plat de résistance, nous aurons le bar qu'on appelle communément soso en Côte d'Ivoire. Alors ce bar à la monégasque, hein, qui dit monégasque parle de Monaco, la principauté de Monaco. Voilà, c'est un pays. C'est un pays, voilà, qui a une constitution de monarque, voilà, c'est une monarchie. Et sur cette île, hein, si on peut le dire, hein, parce que c'est tellement tout petit, voilà, qui est vraiment varié au niveau de... Nous varions au niveau de la cuisine là-bas. Il y a tellement de bonnes choses. Et aujourd'hui, je veux vous proposer ce bar. Parce qu'on pourra l'obtenir hein, en Côte d'Ivoire sans problème. Hein. Pour le faire, c'est très facile à faire. Vous nettoyez vos barres, vous utiliserez 700 grammes de pommes de terre, de la carotte, des oignons, de la tomate, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du thym et oui, de l'huile d'olive. J'ai cité ça tout à l'heure. Tout ça passe au four. On va aller rapidement, tout ça passe au four. mais Vous comment ça essayez de passe au juste four? Aucune apposer. marinade, rien du tout? Rien du tout. Alors là, rien du tout. C'est ça la Côte d'Azur. Les poissons sont frais, ça sort de la mer, vraiment, c'est tellement intéressant. Et là-bas, les surgelés, non, 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 c'est pas leur chose. Donc quand ils prennent le poisson frais, automatiquement on le cuit, soit pour le déjeuner ou le dîner. Mais on met même pas un peu d'huile dans le fond Si, de... l'huile d'olive, bien entendu. Oui, elle a dit l'huile d'olive tout à l'heure. Voilà. Pour quand même tapisser la plaque allant au four. Voilà. Très, C'est très juste ça. Juste ça. Juste ça. Les bonnes choses n'ont pas besoin d'être... Pas d'eau, rien du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et on met tout ça en même temps au four. On met tout ça en juxtaposant, bien entendu, la pomme de terre, la carotte. La carotte doit prendre le coup de la chaleur, pas le poisson. Parce que le poisson dans le four, vous savez que c'est très délicat. Voilà, donc vous mettez la carotte en dessous, la pomme de terre, vous placez vos sosos, vos barres au-dessus, vous assaisonnez, vous mettez la tomate, les oignons coupés en rondelles et vous mettez ça au four pendant 1 heure de temps à 180 degrés Celsius. Très simplement, et lorsque ça sort, ça embaume la cuisine, ça embaume la maison. Moi, je me demande, est-ce que vous nous dites tous vos secrets hein, Non. Ça a l'air tellement simple, mais quand on voit le plat, Oui, mais en fait, on se dit, est-ce qu'elle nous a tout dit, la dame? Oui, je vous ai tout dit. Je ne vous cache rien, vous le savez. D'accord, donc on coupe, c'est comme on veut, soit en rondelles, soit en gros dés. Mais bon, ça en dépend de rondelles, nous. ça fait plus joli. En rondelles, Oui, en le poisson, on rondelles. le découpe comment? On ne le découpe pas, on le laisse entier. Là, j'ai utilisé les petits barres. D'accord. Voilà, là, c'est plus manipulable, c'est plus facile à faire. Très bien. Jour de fête, à conseiller peut-être? Oui, jour Comme de plat. fête, oui, mais comme c'est tellement simple pour des personnes qui n'ont pas assez de temps, voilà, vous pouvez faire ça. Vous rentrez à la maison le soir, il n'y a rien à manger dans le frigo, vous faites ça rapidement, il n'y a pas de problème. Et il faut forcément avoir le poisson bar ou Oui, peu c'est importe le l'idéal. poisson, C'est l'idéal parce que même la recette, c'est le bar à la monégasque. Mais Ça bon, marche. vous pouvez utiliser... Ah, mais comme vous dites, quand vous C'est revenez l'idéal. du boulot, on regarde ce qu'il y a. Si jamais j'ai pas de poisson bar, que j'ai un autre Oui, poisson. oui, non, ça marche. Il n'y Ça a peut pas aller. de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Madame Jocelyne Siloué. On vous joint comment? On me joint au 02 74 61 84. Le 02 74 61 84. Merci beaucoup d'être passé. Merci, Nous vous Naomi. souhaitons une Merci agréable beaucoup. journée. À très bientôt. À bientôt.
Amis téléspectateurs, avant de recevoir nos prochains invités, on voudrait rendre hommage au peuple Aké avec cet élément vidéo qui nous parle d'une de leurs fêtes de génération. En pays Atié, peuple de la région d'Abidjan, il existe une tradition séculaire qui marque les différentes étapes d'une classe d'âge appelée fête de génération. La génération chez nous a 3 dimensions. Elle a d'abord une dimension culturelle, elle a en même temps une valeur administrative parce que ça parle de la génération que nous dirigeons ce village. C'est aussi mystique parce qu'il y a des valeurs mystiques. Et donc, dans l'ensemble, c'est toutes nos valeurs culturelles que nous exposons, que nous pratiquons et qui nous permettent d'organiser la société dans laquelle nous vivons dans tous nos villages de notre région d'Anyama et d'Alépé. Et donc, pour un fils de ce village, il est essentiel de pouvoir faire partie d'une génération, valeur sans laquelle l'on n'a pas sa place dans notre société. À l'instar des villages Atié d'Anyama, Ebempe, Yapokwa, Atiekwa, Brofodoumé. Le village d'Aoué, situé à 15 km d'Abidjan sur l'axe Abidjan-Alépé, célèbre sa fête de génération. Cette fête de génération, c'est une danse guerrière que nous faisons à Oué ici. Et cette danse guerrière vient de Bédégoum, où étaient les anciens. Et de là-bas, ils sont venus jusqu'ici. Et cette danse guerrière se perpétue de génération en génération. Aujourd'hui, c'est la génération Mona qui est là, mais nous sommes les anciens Mona. En 1956, on avait déjà sorti nos danses à nous. Toute une génération de près de 400 personnes. Tant que tu n'as pas fait cette danse de génération, tu ne l'as pas sorti, tu ne peux pas prendre la chefferie du village. Sanmi, ou sortie de tam-tam, symbole de l'union de toutes les classes d'âge. Cela fait 3 semaines que nous essayons de répondre à cette grande question, comment être le vrai éducateur de son enfant. Et pour le faire, nous sommes en compagnie de Monsieur Zabi Frédéric. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Il est psychothérapeute et surtout conseiller familial. Avec lui, on a des secrets pour pouvoir bien diriger notre famille et on s'intéresse aujourd'hui au cas particulier des enfants. On va juste rappeler ce que nous avons dit ces 2 dernières semaines. On s'était un peu attardé sur la définition d'un éleveur et surtout sur le fait d'être un bon père, un bon maire. C'est bon, cela. On aura les détails maintenant avec vous. Absolument, merci beaucoup madame. Je suis encore honoré d'être sur ce plateau. L'éducation, c'est quelque chose qui nous concerne tous, hein, donc c'est une question d'intérêt, comme pour ne pas me répéter. Et donc je disais la semaine dernière que pour être un bon éducateur, il faut d'abord être un bon père. Un bon père, c'est-à-dire P-E accent grave R-E, c'est-à-dire un bon géniteur. Celui qui ne s'enorgueillit pas forcément de son devoir d'éleveur, celui qui ne s'enorgueillit pas d'avoir dépensé beaucoup d'argent dans l'éducation, dans la santé, dans la nourriture de son enfant, parce que c'est une charge que lui donne d'office la nature, c'est une charge que lui donne même la Constitution de la Côte d'Ivoire, donc c'est un devoir qu'il doit assumer. Et s'il l'assume, il ne fait rien d'extraordinaire. En plus d'être un bon père, il fallait également être un bon père, P-A-I-R, c'est-à-dire un bon ami de notre enfant. Et être un bon ami de son enfant, ça ne se décrète pas. Un bon ami, c'est quelqu'un
en qui on a confiance. Et le capital confiance s'investit uniquement quand vous prêtez des gages, quand vous donnez de l'assurance. C'est-à-dire, premièrement, qu'il faut être très proche de son enfant. Parce qu'il y a des parents qui ne sont vraiment pas proches de leur enfant. Et quand on n'est pas proche de son enfant, il est difficile dans ces conditions-là d'être un ami à lui. Donc, comme je le disais, ça ne se décrète pas. On ne dit pas, bon, je vais être l'ami de mon enfant. Ça se démontre dans les actes quotidiens. C'est au jour le jour qu'on lui donne des éléments pour qu'il ait confiance, pour qu'il se confie à nous. Vous voyez que vous n'allez pas confier vos secrets à quelqu'un à qui vous n'avez pas confiance. Donc, vous le faites uniquement, vous allez uniquement vers ceux en qui vous avez confiance. Et donc, il faut arracher la confiance de notre enfant. Ne pas le juger constamment, ne pas le brimer constamment, ne pas lui donner des coups constamment, lui expliquer permanemment les choses. Vous savez, un enfant, c'est un homme, mais en miniature. On a souvent tendance à croire que les enfants sont différents de nous, mais ils sont exactement comme nous, sauf que là où nous pensons grandeur 100, eux, ils réfléchissent peut-être grandeur 2, c'est tout. Mais sinon, il reste que ce sont des hommes. Il faut donc leur expliquer constamment les choses. Troisième niveau, il faut être un bon maire, c'est-à-dire quelqu'un qui gère sa famille comme une commune, quelqu'un qui délègue ses pouvoirs, quelqu'un qui investit, qui fait des investigations, qui ne reste pas très loin de son enfant, qui investit de l'argent pour lui. Ça, c'est un maire. Un maire, dans sa commune, il ne gère pas seul, il gère avec ses administrés. Un maire, il crée des lois, des arrêtés communaux qu'on appelle. Et donc, à la maison, le père ou la mère doit être capable de pouvoir élaborer des textes avec ses enfants. Pas forcément de façon formelle, mais il faut qu'on s'asseye pour qu'on s'entende sur un minimum de règles à suivre, de sanctions à appliquer en cas de manquement. Donc un maire, c'est tout ça. Et donc aujourd'hui, on va aborder peut-être d'autres aspects. Bien sûr, il faut qu'on ait des cas pratiques, des exemples pour aider les différents parents. On a parlé la dernière fois du problème de temps pour certaines personnes. Vu que nos parents aujourd'hui doivent aller au travail, du matin au soir, ce n'est pas toujours évident. Alors comment s'organiser pour pouvoir s'occuper de l'enfant afin d'être un bon éleveur, être un bon éducateur? Vous avez choisi un verbe qui me plaît, s'organiser. Vous savez, la question de temps est un prétexte, de mon point de vue. Parce que souvent, on se dit, tous les vendredis, pour ceux qui sont religieux, par exemple, musulmans, se dit, tous les vendredis, à telle heure, je dois aller à la mosquée. Les chrétiens se disent, tous les dimanches, à telle heure, je dois aller à l'église. C'est-à-dire, on s'impose des devoirs, parce que ce sont des choses qui comptent pour nous. De la même façon, on doit se dire, à tel moment de tel jour, je dois pouvoir faire telle chose pour mes enfants. Il faut qu'on s'organise. C'est vrai, les agendas individuels des uns et des autres ne permettent pas forcément qu'on passe beaucoup de temps avec nos enfants, mais on peut passer du temps de qualité avec nos enfants. On peut faire des choix opérationnels pour nos enfants. Donnez-nous des exemples, s'il vous plaît. Je me lève le matin, je me dis, chez moi à la maison, tous les dimanches à partir de 16h, je suis avec mes enfants. Je ne fais rien d'autre qu'être avec mes enfants, parce que c'est le dimanche que j'ai le temps à partir de l'après-midi. D'accord. Je suis avec eux, je joue avec eux. Ce jour-là, j'oublie mes titres. J'oublie mes fonctions, je ferme tous mes téléphones. Même si je ne ferme pas mes téléphones, ils sont très loin de moi. Je suis avec mes enfants, on est dans leur jeu, je suis à leur niveau. Très souvent, il y a des parents qui commettent beaucoup de graves erreurs. On s'est dit, bon, ok, je vais consacrer un week-end avec mes enfants, je prends la voiture, je mets mes enfants dans la voiture, je mets des jeux, je prends ma femme, on s'en va à la plage. Mais arrivé à la plage, les enfants sont en train de jouer entre eux. Je suis sur mon téléphone. Voilà. Ou je suis sur Internet avec mon ordinateur. Exactement, que les autres jouent à côté. exactement. Les enfants sont derrière la voiture, ils sont sur les tablettes en train de jouer. On a peut-être passé 4 heures de temps ensemble, mais on n'a pas passé 4 heures de temps à échanger des valeurs avec les enfants. Or, le plus important, c'est de leur donner des valeurs. On n'était pas ensemble. On était sur le même espace, dans le même environnement, mais on n'était pas ensemble. Merci beaucoup, Tata Naomi, de m'aider dans la tâche. Merci beaucoup. On était dans le même espace. Juste ça. Il faut que les parents essaient de recadrer leur vision de la notion d'organisation de temps. Qu'est-ce que c'est que organiser son temps pour être avec son enfant? Qu'est-ce que c'est que se donner à son enfant? Il faut que les parents apprennent cela. Et pour l'apprendre, nous sommes là. Nous sommes là pour leur dire, attention, il y a telle chose qu'on croit être bon, mais en réalité, ce n'est bon que pour nous. Quand nous, on se lève, on est au volant de la voiture, on passe tout le temps au téléphone, alors que l'enfant, il est assis derrière la voiture avec sa tablette. Ce n'est pas cela être avec son enfant. Ce n'est pas cela du tout. Alors là, pas du tout.
Mais alors, vous avez donné l'exemple en fin de semaine, dimanche par exemple ou samedi, on prend du temps avec son enfant, peut-être 2 heures, 3 heures de temps, cela dépend en fonction de notre temps. Mais dites-nous, pour les enfants qui se sont déjà habitués à leur jeu, il y a des enfants, quand on leur demande d'arrêter de jouer, qui ne veulent pas parce qu'ils sont habitués. Comme vous avez cité l'exemple des tablettes, ils sont devant leurs jeux vidéo ou encore d'autres jeux, ils n'ont pas envie de décrocher. Parce que toute la semaine, par exemple, du lundi au vendredi, papa, maman sont au travail. Quand il a le temps, il est sur ses jeux. À un moment donné, laisse tes jeux pour venir discuter ou jouer, papa et maman. C'est difficile. Comment il faut attirer ou bien capter encore une fois l'attention de notre enfant pour lui dire laisse ton jeu de côté, il faut qu'on passe du temps ensemble. Madame, j'aimerais vous poser une question. C'est l'enfant le père ou c'est le père le père? Le père, la mère, la mère. Absolument. Donc, il faut que les parents gardent leur autorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut brimer les enfants et leur imposer forcément des choses. Ça se discute avec eux. Attention, tu as tel espace pour jouer et à tel autre moment, tu dois jouer avec papa. Il faut que ce soit des habitudes qui soient installées en eux. Des habitudes qu'on leur donne au fil du temps. Ça ne s'impose pas en une seule journée. Ça se construit. Et c'est en cela que le verbe m'intéresse. Ça se construit au fil des jours. Chaque jour, il faut pouvoir dire à son enfant, telle chose, tu peux le faire de tel moment à tel moment. Arrivé à tel moment, stop, on fait autre chose. Tout en argumentant, sans imposer. Il faut lui expliquer. Il faut expliquer, constamment expliquer aux enfants. Constamment expliquer. Même s'il a 2 ans, il faut lui expliquer. Très bien. Il faut lui expliquer, à force de lui expliquer, à force de lui donner les arguments qui corroborent ce que vous êtes en train de dire, ça finit par s'incruster en lui, ça finit par se cristalliser en lui et ça devient des habitudes. Avec les enfants, on passe premièrement d'une installation de mécanismes à une installation d'habitudes et les habitudes deviennent des comportements ensuite. Donc, c'est un processus. Il faut pouvoir s'intégrer dans ce processus-là avec son enfant. Lui faire faire des choses. Je prends un exemple. Je me dis, chez moi à la maison, à partir de 18h, tous les enfants, ils doivent déjà avoir pris leur bain. Quand l'enfant il a 3 ans, je ne me lève pas, va à la douche. Non. Va sous la douche, va prendre ton bain. Non. On va avec lui. Quand il est 17h, non seulement je vais aller avec lui, mais avant d'arriver à cela, quand il est 17h, je lui dis, dans 1 heure, tu vas aller prendre ta douche. On prépare à ça. On le prépare. Dans 30 minutes, tu vas aller à la douche. Dans 15 minutes, tu vas aller prendre ta douche. Bon, ben, il est temps d'aller prendre sa douche. À force de lui répéter cela. Tous les jours. Tous les jours. C'est pour ça que les parents sont des pédagogues. Ils doivent pouvoir répéter sans se lasser. Sans se lasser et sans perdre patience. Tous les jours, il faut le répéter. Et à force d'habitude, l'enfant, il finit par transformer ce mécanisme-là, cette attitude qui est mécanique en lui, il finit par transformer ça en une habitude. 18h, je sens qu'il va être 18h, donc je vais sous la douche systématiquement parce que maman me l'a demandé. Maman m'a expliqué le bienfait de prendre sa douche à ces moments précis. Elle m'a expliqué. Et donc, à force d'habitude, ça devient finalement un comportement qu'on peut dérouler tranquillement et tous les jours. Très bien. Alors, revenons aux nouvelles technologies. On parlait de tablettes tout à l'heure. Le téléphone portable des parents. Justement parce qu'ils n'ont pas le temps, se disent il est bon de donner un téléphone portable à l'enfant pour que l'enfant puisse être joignable à tout moment. Je suis au travail, donc je peux échanger avec l'enfant, ou bien même sur l'ordinateur, avec ces différentes fonctions qui nous permettent d'avoir des appels vidéo. Est-ce que c'est conseillé? Madame, vous voyez, il y a des gros pièges dans le domaine de la modernité. Je ne dis pas qu'il faut retourner aux années 1782, où ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe, il faut qu'on fasse avec. Mais il faut que le domaine soit réglementé par les parents. Je ne dis pas qu'il faut attendre que l'État prenne des mesures. Non, ça, ce n'est pas la responsabilité de l'État, c'est de la responsabilité des parents. Quand vous donnez le téléphone à votre enfant pour qu'il soit joignable par vous ou votre époux, mais il est également joignable par tous ses amis. Il est également joignable par tous ceux que vous ne voulez pas qui joignent votre enfant. Exactement. Donc là, vous lui donnez des règles, et puis il y a un âge pour faire ces choses. À votre avis? À mon avis, quand on peut donner le téléphone à un enfant toute la semaine quand il est en âge d'adolescence.
L'adolescence, avant, pour vous, parce que l'adolescence, je crois que ça commence à partir de... Maintenant, c'est 12 ans, non, 13 ans. Bon, pour les enfants qui sont précoces, déjà, à partir de 9 ans, on est dans la préadolescence. Parce que 10 vraiment, ans. ils sont précoces, les enfants d'aujourd'hui. Hein. Oui, ils sont précoces, mais c'est une précocité très souvent physiologique. Oui. Mais bon, ils n'ont pas forcément la maturité psychologique pour dire qu'ils sont vraiment matures. Donc, il faut attendre une certaine maturité quand même Donc, pour faire pour vos certaines 9 choses. ans, 10 ans Pour moi, 12-13 ans, 14 12-13 ans. ans. Alors que c'est également à ce moment-là, justement, que c'est dangereux aussi. Que ça fait un boom dans la tête de Voilà. l'enfant, il découvre plein de choses en même temps. Vous voyez, vous avez des enfants qui peuvent passer toute la nuit à échanger des textos avec leurs amis, Ouais. à échanger des conversations téléphoniques avec leurs amis. Donc, vous pouvez lui donner le téléphone. À un certain moment de la soirée, vous récupérez le téléphone Ouais. pour qu'il puisse se concentrer sur ses études, aller dormir parce qu'il en a besoin. Donc, tout ça, ça s'explique. Vous parlez avec lui. Ah voilà, il y a telle chose, je te permets ça, mais de tel moment à tel autre moment. Il y a telle chose que je ne permets pas, de tel moment à tel moment. Et voilà, si les raisons, il faut toujours expliquer. Il faut toujours expliquer et ne pas forcément imposer les choses. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on ne peut pas, on ne peut pas dire d'emblée, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça s'adapte non seulement au tempérament de l'enfant, à la personnalité de l'enfant, au caractère de l'enfant, à son environnement. Donc il faut adapter les choses. Il appartient à chaque parent de faire corps avec ses réalités à lui et puis de dire à son enfant, ben voilà ce qu'on peut faire. Mais surtout, il y a des règles. Il y a des règles qu'il ne faut pas, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, nous sommes dans les cas pratiques, on les cite au fur et à mesure. Absolument. Là, on comprend qu'il faut réglementer les choses, hein, même si on a la possibilité de donner un ordinateur, un téléphone portable, une tablette à son enfant, tout doit être réglementé, d'accord. Mais il y a un gros problème qui se pose et les parents sont nombreux. La correction de l'enfant. Il est bien, tout à l'heure, vous avez parlé de retourner dans les années 1700. Écoutez, en tant que bon Africain, surtout, puisqu'on est en Côte d'Ivoire, parlons de ce qui nous concerne le plus, les parents utilisaient la chicotte. Il y avait, je ne sais pas si un ami musulman peut me donner le nom. Ibé, tu as connu, Ibé, c'est un de nos cadres, permettez-moi, on est en famille, un matin bonheur que je lui demande. Il y a la chicotte, on appelait des queues de bœuf ou bien queues de mouton qu'on séchait là. Bagné, c'est ça, hein, qu'on accrochait. Vous savez, avant, dans les maisons, il y avait des pointes sur le mur, on mettait le calendrier. Et puis sur le calendrier, il y a le beignet qui est là. Ben, à la moindre petite erreur, ben, écoutez, on vous chicote. Moi, j'ai vu des parents qui partaient jusqu'à chicoter l'enfant. L'enfant avait des blessures et dans la blessure, on mettait même du piment. On est en Afrique, hein, ça arrive. Aujourd'hui, on dit, non, faut parler à l'enfant. Ah, il y a beaucoup avec qui on n'a pas parlé, qui sont des personnes vraiment exemplaires aujourd'hui. Mais aujourd'hui aussi, on remarque que quand tu dis un mot, l'enfant a fini de dire 30. Mais on dit, il faut parler. Bon, là, je suis venue en français terre à terre, hein, parce que franchement, on sort de familles très modestes. Et donc, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Dites-nous, comment donner une correction à l'enfant? Parce que être bon éducateur aussi, c'est cela. Absolument. Voilà. Je peux vous dire, madame, il ne peut pas y avoir d'éducation sans correction. Parce que là où il y a des limites, il faut prévoir des sanctions. Absolument. Mais la sanction n'est pas forcément la chicotte. La sanction n'est pas seulement la chicotte. On peut imaginer un pléthore de sanctions. On peut priver un enfant de nourriture pour un petit temps, juste un temps. Parce qu'il ne faut pas lui infliger aussi des sévices qui vont nuire à sa santé. Et il ne faut pas faire les choses de façon systématique. Je vous prends un exemple concret. Un enfant qui fait, par exemple, qui est victime d'énurésie. L'énurésie, c'est le fait de faire pipi au lit. Très souvent, c'est la chicotte. Très souvent, ce sont les humiliations. Mais l'énurésie, ça a des causes qui peuvent être organiques, comme des causes qui peuvent être psychologiques. Un enfant qui n'a pas une bonne maturité de sa vessie peut pisser au lit. Ce n'est pas sa faute. Donc, si vous prenez toutes les chicottes, si vous voulez prenez même un pistolet, ça ne changera pas. Ça ne changera rien du tout. Ça, c'est un exemple. Un enfant, par exemple, il peut très bien faire un diabète comme un adulte. Oui. Parce que son pancréas peut mal fonctionner. Oui. S'il fait un diabète et qu'il est constamment en train de pisser et la nuit, il n'arrive pas. Et vous le chicotez par-dessus? Qu'est-ce que vous Sans aller à arrangez? l'hôpital pour faire des examens, pour voir ce qui se passe? Qu'est-ce que vous arrangez dans ces conditions-là? Rien du tout. Donc la chicotte ne doit pas être systématique. On ne doit pas systématiser la chicotte. Et les humiliations, par exemple, on ne doit pas les systématiser. Parce que quand vous l'humiliez à longueur de journée, quand vous lui infligez des sanctions qui sont dégradantes à longueur de journée,
vous l'emmenez à se replier sur lui-même. Vous l'emmenez à se recroqueviller. Vous l'emmenez à ne pas s'ouvrir. Vous l'emmenez à développer d'autres pathologies psychologiques qui vont s'exprimer, qui vont le rattraper à coup sûr quand il sera adulte. Donc la chicotte, on ne peut pas éduquer sans chicotte. Mais il faut y aller mollo. On n'est pas obligé d'utiliser la chicotte. Mais dites-nous, donnez-nous des exemples. Un enfant qui a vraiment commis une faute, je ne sais pas quel exemple prendre. Un enfant à qui, par exemple, on dit de ne pas sortir. On parlait tout à l'heure de l'adolescence, une période perturbante pour les enfants. On est tous passés par là. Ne sort pas, l'enfant sort. Il y a des enfants qui se cachent parce qu'ils veulent aller jouer au football ou bien qu'ils veulent aller voir leurs amis. Un enfant qui rentre, par exemple, à 21h, ses parents le cherchent partout. Une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, on a envie de ça se passe comme ça. De taper ça se passe sur comme l'enfant. ça. Je vais vous dire, ça se passe comme ça parce qu'en général, quand vous regardez dans le fond, c'est une famille dans laquelle il n'y a pas de communication. Il n'y a pas suffisamment de communication. Parce qu'on arrive à cacher les choses à ses parents, parce que les parents ne sont pas des amis. Pourquoi irais-je cacher à mon père ou à ma mère que j'ai envie d'aller jouer au foot si je n'ai rien... Si on est des amis. Si on est des amis, je lui dirais. Mais si ça arrive une fois, deux fois, trois fois, c'est parce que les parents, très souvent, premièrement, ils n'élaborent pas les règles avant. Les règles, ça s'élabore avant. Vous faites asseoir vos enfants, vous leur dites, tu peux jouer au foot le samedi de 9h à midi, par exemple. Et après ça, tu fais telle chose. Et on lui explique. Il y a des parents même qui accompagnent leurs enfants. Pourquoi pour pas aller jouer. Et on demande à l'enfant, le jour où tu ne respectes pas cette règle, qu'est-ce que je dois t'infliger comme sanction? Il détermine la sanction lui-même. C'est plus facile quand le père ou la mère va être amené à appliquer la sanction. Déterminer à la fois les règles et les sanctions avec l'enfant. Quand vous le faites, faites-le avant que la faute n'arrive. Vous savez, la société elle-même, elle est organisée, elle nous donne des exemples. Le code pénal, le code civil, tous les codes sont élaborés pour que chacun de nous sache les limites à ne pas franchir. On le sait d'avance, on est censé le savoir d'avance. Et quand on le sait d'avance, le jour où on commet, quand on nous sanctionne, on sait que la sanction, elle est méritée. C'est cela. Mais quand vous sanctionnez un enfant sans qu'il comprenne pourquoi vous le sanctionnez, il va recommencer la faute. Et le meilleur indicateur que l'enfant vous ramène pour vous dire « Maman, tu es dans l'erreur », papa, tu es dans l'erreur, c'est de recommencer exactement ce qu'on lui reproche. Vous lui reprochez une chose et le lendemain, il refait la même chose. Ça veut dire qu'il n'a rien compris. Rien du tout. Rien compris. Et ça veut dire qu'au lieu de le mettre à l'index, de dire c'est lui qui fait la faute, vous regardez, les trois autres doigts, ça vous regarde. Oui. Ça veut dire, maman ou papa, tu es 3 fois plus responsable que moi. 3 fois plus responsable. Donc, revois tes méthodes, revois ton système pédagogique, revois ta façon de m'enseigner, revois ta façon de me parler. Quand vous revoyez tout ça, je pense que souvent, quand je le dis, on peut se dire, mais c'est très facile. Mais je vous dis, ça commence au berceau. Ce n'est pas des choses que vous prenez aujourd'hui parce que vous avez entendu Zabi parler et puis demain matin, vous allez appliquer votre enfant et puis ça va marcher. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Souvent, les parents m'appellent, ils me disent, mais il y a une dame qui m'appelait, qui me dit, mais mon enfant, et je la tiens sur les jambes, elle passe son temps à danser. Je lui demande l'enfant à quel mois, à quel âge? Elle me dit l'enfant a 8 mois, mais que l'enfant, il passe son temps à danser, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est normal. Laisse-la danser. Jette-la. Voilà, oui. D'accord. Donc ça, c'est juste pour rigoler. Oui, vous savez, Voilà. être bon éducateur, c'est vaste. Absolument. Même si vous aurez la possibilité de revenir sur ce plateau avec le D'autres moyen... thèmes. Bon, plusieurs thèmes. Là, on parle de correction. Absolument. On ne pourra pas donner tous les exemples aujourd'hui. Je suis sûre que vous allez revenir sur ce thème. Revenons à un truc très important, l'éducation sexuelle. Là, on a compris qu'on ne doit plus être des parents. Vous savez, dans le temps, quand le papa ou bien la maman arrive, il y a des thèmes, les enfants, et ça se parle avec le personnel de maison. Django arrive, tout le monde disparaît. Non, on ne va plus être des Django, on a compris. Il faut être de bons communicateurs avec nos enfants. OK, maintenant, puisqu'on doit parler de tout avec l'enfant, l'éducation sexuelle, à quel moment et comment faut-il en parler avec l'enfant? Avant de dire à quel moment et comment il faut parler, il faut d'abord chercher à savoir quel est le bagage des parents eux-mêmes dans le domaine. Parce que pour parler de quelque chose, pour donner, Faut on ne maîtriser le sujet. donne que ce qu'on a. Est-ce que les parents même, ils ont une éducation sexuelle? Ça, c'est une question. Et moi, mes différents séminaires me montrent que c'est un domaine dans lequel on a besoin de s'instruire. Parce que c'est un domaine qui crée beaucoup de problèmes dans les couples, qui sépare beaucoup de personnes. C'est un domaine très sensible.
premièrement, pour parler d'éducation sexuelle avec son enfant, il faut soi-même s'instruire dans le domaine. Parce que si vous n'êtes pas instruit, vous risquez de lui donner plus de problèmes qu'il n'en faut. Et il faut pouvoir le faire au bon moment. Les parents, avec les pesanteurs culturelles, se disent très souvent que, bon, ce n'est pas des sujets que je dois aborder avec mon enfant parce qu'on n'est pas... Mais justement, quand on est amis, on parle de tout. Et permettez-moi, mais l'enfant souvent vient vous poser des questions. L'enfant peut dire, papa, j'aime tel ami. On a vu des enfants tout petits là qui viennent vous dire, moi j'ai eu un cas où un enfant me dit, je suis amoureuse. J'ai tiqué, je dis, amoureuse, t'as que 7 ans, t'es amoureuse. Non, j'aime bien la compagnie. En fait, l'enfant utilise des mots, mais bon. Alors quand l'enfant vient vous dire, par exemple, j'aime tel ami, je veux être en présence de tel. Est-ce que là, tout de suite, on dit à l'enfant, non, tu n'es pas amoureux, tu n'es pas amoureuse, ce ne sont pas des choses qui se disent, on ne le fait pas, ne voit pas régulièrement ce petit camarade garçon-là parce qu'il peut avoir un danger. Comment recadrer les choses lorsque l'enfant vient vers nous pour nous parler, par exemple, de sexualité? C'est une chance extraordinaire que votre enfant vienne vers vous pour vous parler de ces choses-là. Si l'enfant vient vers vous, laissez-le s'exprimer. Laissez-le dire ce qu'il a envie de dire comme il le ressent. Quand il le dit, posez-lui des questions. Quand il dit à 7 ans, je suis amoureux ou amoureuse de telle personne, qu'est-ce qu'il entend par être amoureux? Quand vous avez sa vision à lui, vous recadrez les choses. C'est en cela qu'un éducateur, il est aussi un censeur, il est aussi un encadreur, il est un coach. Vous recadrez ces choses, vous recadrez sa vision. D'accord. Donc, laissez-le s'exprimer. Ne le brimez pas. Non, il ne faut pas voir telle personne. Quand on vous interdit quelque chose, c'est là que votre on éveille votre curiosité. Absolument. Donc, il ne faut pas entrer dans ce jeu-là avec l'enfant. Laissez-le. Si votre enfant vient vers vous avec des sujets, même si ce sont des sujets qui vous semblent tabous, laissez-le s'exprimer. Vous savez, les enfants, ils font beaucoup de choses exprès. Ils viennent tester souvent leurs parents. Ce sont de grands manipulateurs aussi. Et aujourd'hui, plus que hier, les enfants, ils sont très instruits dans le domaine de la sexualité. À l'insu de leurs parents. Vous offrez une tablette à un enfant avec une connexion Wi-Fi chez vous à la maison. Il a accès à tout sur Internet. Tous les réseaux sociaux. Il a tout, même les informations que vous n'avez pas le temps d'apprendre. Il a tout ça. Et fort de cela, il vient vers vous pour avoir votre opinion là-dessus. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il a déjà pris l'opinion de sa copine, de son copain, qui lui ont déjà dit des choses. Si vous ne vous mettez pas à niveau, si vous ne vous cultivez pas dans le domaine, vous allez être dépassé. Quand vous allez dire à votre enfant, ben, on ne fait pas telle chose, et par politesse, il peut ne pas vous répondre. Mais attends, mais maman, elle raconte quoi? She's old fashioned. Elle est vieux jeu. Il est vieux jeu. Il va vous dire ça. Il sait des choses, très souvent, les enfants. Si vous les sondez, vous allez voir qu'ils savent beaucoup de choses que nous, les parents, on ne sait pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Nous, on est préoccupés par leur trouver à manger, on est dans les courses, la journée, courir de gauche à droite. Et ça fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se cultiver. Or, lui, après les cours, il n'a que ça. Donc, il va dans tous les secteurs où on peut s'informer. Il a toutes les informations. Et fort de cela, il vient vers vous. Moi, je suis toujours très surpris quand mon fils vient, il me parle de basketteurs, de gens de nouvelle génération. Moi, ma génération, c'est les Michael Jordan que moi je connais. Mais les nouveaux, je ne les connais pas. Mais à force de me poser des questions sur ces gens-là, ça m'a amené, moi, à aller me cultiver. Aujourd'hui, je peux vous parler de basketball comme si je suis un grand joueur, alors que du haut de mes 1m65, bon, je ne suis pas un basketteur. Mais lui m'a amené à m'intéresser au domaine. Parce que si je ne lui donne pas la bonne information, il ira la chercher ailleurs. Or, il ne faut pas qu'il ait d'autres informations que ce que je vais lui dire. Très souvent, on fait un parallèle entre l'éducation au village et l'éducation en ville. On se dit, mais il y a des gens qui n'ont pas bénéficié de telle chose. Mais c'est totalement faux. C'est vrai qu'au village, on ne s'assoit pas pour se parler, mais au village, tout le monde parle à tout le monde, à tout moment. Et tout le monde dit la même chose. Personne ne va venir contredire quelqu'un au village. On vous dit ça, c'est une forêt sacrée. Ben, c'est une forêt sacrée. Votre père vous l'a dit, votre mère vous le dira, votre oncle vous le dira, le chef du village vous dira la même chose, un cousin du village vous dira exactement la même chose. Donc, même si on ne vous fait pas asseoir, c'est comme si on vous parlait constamment. C'est ça. Et puis, madame, je vais vous poser une question. Allons-y. Est-ce que vous avez déjà vu un commissariat de police dans un village? Non. Est-ce qu'il y a une brigade de gendarmerie dans un village? Pas dans le village. Bon, voilà. Mais le taux de criminalité dans ces zones-là est moindre par rapport à la ville. Pourquoi? Insignifiant même. Pourquoi? Parce que le contrôle social est très fort. Le contrôle social est très fort. C'est un système tellement bien organisé. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, tout est désorganisé.
parce qu'il y a la modernité qui est venue se mettre dans le réseau, ça fait que tout est mélangé. Mais quand on étudie les sociétés traditionnelles, on voit que les choses sont faites comme, en tout cas moi, ma conception de l'éducation, moi je dis mes schèmes de pensée, mes façons de voir l'éducation, c'est exactement ce que j'ai vécu moi à Manfla, dans mon village, avec mon père. C'est ce que j'ai vécu et je trouve que c'est des bons modèles. J'essaie aujourd'hui de modéliser ça. Je suis même en train d'écrire là-dessus pour dire que non, il y a des choses qu'il faut qu'on valorise. Il y a des choses qu'il ne faut pas forcément jeter du revers de la main. Rejeter. Non, pas parce qu'il y a Internet aujourd'hui que... non, mais les façons de parler de nos parents, c'était des bonnes façons. Il ne faut pas qu'on les perde. Oui. Il ne faut pas qu'on les perde. Il faut qu'on actualise les choses, qu'on adapte cela à la modernité. Et c'est cela qui fera une identité particulière pour nous, madame. Merci beaucoup, monsieur Zabi Frédéric. Pendant 2 heures, 3 heures de temps, on peut vous écouter, nous donner des conseils. Aujourd'hui, je pense qu'on a essayé de répondre enfin à cette question. Comment être le vrai éducateur de son enfant? En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? La seule chose que je peux dire, c'est de demander aux parents d'être très présents dans la vie de leur enfant. Plus présents qu'ils ne pensent qu'ils ne peuvent. En général, on pense juste qu'on ne peut pas, parce qu'on n'arrive pas à s'organiser. Mais être présent, je pense que c'est une clé importante pour réussir l'éducation de son enfant. Merci. Alors, si on a besoin de votre expertise, est-ce que vous êtes capable, vous, monsieur Zabi, de nous guider, de nous aider à devenir de bons éducateurs, de bons parents? Si oui, où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment on peut vous joindre? Vous pouvez me joindre au 07 65 29 27 ou au 01 38 38 51. Et je peux vous rassurer, madame, on a les outils, on a les expertises, on a les compétences pour encadrer n'importe lequel des parents qui le sollicitent. Vous savez, il n'y a pas de livre pour être un bon parent. Il n'y a pas vraiment d'école, donc pour retrouver, ça va être formidable. Mais dites-nous, déjà pour les parents qui travaillent, ils n'ont pas généralement le temps. Alors, aller se former pour venir former son enfant, ça prend du temps. Juste 2 heures. On organise souvent des séminaires et au cours de ces séminaires-là, c'est 3 heures de séminaire. Si vous venez en 3 heures, vous avez l'occasion de poser toutes les questions, vous avez l'occasion de recevoir un bagage que vous pouvez rétrocéder à la fois à vos enfants et à tous les relais d'éducation que vous avez laissés à la maison. On peut également vous encadrer de façon spécifique à la maison, comme on peut le faire également dans des cadres de groupe. On peut vous recevoir en cabinet. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour vous les parents. Mais comme je le disais, c'est plusieurs expertises. On a des éducateurs, on a des assistants sociaux, on a des psychologues, on a des psychothérapeutes, on a des criminologues, on a des médecins psychiatres, on a des sophrologues. Une équipe entière à la disposition de n'importe lequel de leurs parents, pour encadrer son enfant. L'intérieur du pays est concerné aussi. Donc comment on fait? Est-ce que vous partez vers nos parents à l'intérieur du pays? Il faut forcément venir à Abidjan? Pas nécessairement. Si un groupe de personnes s'organise au niveau de l'intérieur du pays, on nous fait appel et on vient, on peut vous assurer des formations, on peut aller dans votre famille. Merci. Tout dépend de comment on peut s'entendre. Merci. 07 65 29 27 01 38 38 51 pour joindre monsieur Zabi Frédéric, psychothérapeute, conseiller familial. On vous dit merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, le plaisir était pour moi, madame. À très bientôt, Très nous bonne journée à l'espérons. vous. Merci. Il est 7h30 sur RTI 1, c'est l'heure de la pub.